Qu'est-ce qui est en train de tuer le football? On se pour tous, bon retour les copains et bienvenue à tous les nouveaux. Accrochez-vous, sur cette chaîne, ça déménage. Alors, je vous avais promis de vous faire une vidéo sur ce qui est vraiment en train de tuer le football et nous y sommes avant le début de l'Euro. Alors, on va être concis, précis comme d'habitude avec des exemples factuels. Alors déjà, je vais commencer par évacuer l'histoire de la Super League parce qu'on l'a tous vu, on est tous au courant. C'est quelque chose qui a été flagrant devant nous, qui nous a flashé et puis j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Mais j'aimerais revenir brièvement sur pourquoi ils veulent faire la Super League et que ce projet-là, on entend qu'il n'est pas vraiment mort. Bon, il y a les trois clubs là qui s'accrochent avec en tête le Real. Donc qui s'accrochent, qui veulent pas lâcher le morceau parce qu'il y a des enjeux financiers, mais on se dit que ça peut peut-être revenir comme un serpent de mer un jour ou l'autre parce que ça fait longtemps que ça se prépare, ça se trame en dessous. Mais pourquoi en fait? Il faut savoir que les dirigeants du football européen, les dirigeants des grands clubs européens, pourquoi ils font ça? Bon, déjà il y a des Américains parmi eux, j'ai déjà expliqué, la culture est différente, etc. Ils regardent quelque chose comme le Super Bowl. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Super Bowl, c'est le tournoi de NFL, de National Football League, le football américain. Et en février, ils jouent la finale et ils appellent ça un Super Bowl. Et en fait, dans cette finale-là, il y a tout un tas de gens qui se connectent pour regarder. Il y a tout un tas de gens qui sont devant leur télé. Les pubs se vendent à des millions de dollars. Et puis, il y a des stars qui viennent de Michael Jackson à Janet Jackson. C'est là où elle a fait tomber son soutien-gorge, si vous vous souvenez bien, avec Justin Timberlake. Donc, c'est vraiment un gros événement où beaucoup de gens se rassemblent autour d'un, que ce soit un barbecue ou machin, pour regarder ce match-là, ok? Et ça génère des milliards et des milliards. Et au football, qui est le sport le numéro 1 au monde, le sport le plus regardé au monde, qui génère beaucoup moins que le Super Bowl, qui est regardé finalement que par très peu de gens. Enfin, très peu de gens, je parle en proportion. On est d'accord, je suis pas fou. Aux États-Unis, il y a déjà 300 millions de personnes. Donc, tu vois, juste pour mettre en perspective, le sport numéro 1 génère moins. Donc, les dirigeants, ils regardent ça, ils se disent, mais attends, c'est pas normal. Il faut que nous aussi, on génère plus. Il faut que nous aussi, qu'on fasse comme eux. Donc, ils veulent déjà se baser sur ce modèle-là. Sauf que le problème, c'est que au Super Bowl, c'est quoi qui est le plus regardé dans un Super Bowl? Est-ce que toi, tu le sais, si tu connais le Super Bowl? À part, il y a des gens qui sont des die-hard fans, et tout ça, qui sont des gars qui sont vraiment passionnés par le sport, etc. Mais la majeure partie des gens qui regardent le Super Bowl, ils regardent pour une chose. De quoi on te parle à la fin du Super Bowl? Le lendemain, tout ça. C'est quoi qui prend les gros titres? C'est le halftime show. C'est le spectacle qu'il y a à la mi-temps. Que ce soit Janet Jackson, avec l'incident qu'on connaît, que ce soit Michael Jackson, que ce soit Maroon 5, tout ce que tu veux. C'est ça l'événement le plus important dans la finale du tournoi le plus gros. Tu t'imagines? Moi, je veux pas ça pour le football. Et c'est ça, en fait, que les dirigeants du football, du vrai football, où tu joues avec les pieds, qui n'arrivent pas à saisir. C'est que le football, c'est pas un truc où les gens sont là pour ce qu'il y a autour. Les gens sont là pour ce qui se passe sur le terrain. Et c'est pas le même sport parce que l'autre sport, il y a des coupures tout le temps, etc. Les propriétaires, ils ont des franchises. Il y a peu de gens qui sont vraiment attachés à leur club. Tu sais, peu de gens, encore une fois, je parle en perspective, en termes de proportionnalité, qui sont attachés à un club, etc. Tu trouves des gens qui sont juste des casual fans, des gens qui regardent juste parce que bon, c'est hype de regarder le Super Bowl, tu vas dans un dîner, on te met ça. Les gens qui aiment vraiment le sport, eux, j'imagine ça doit les fatiguer. D'être là, entouré des gens qui ne connaissent rien, qui sont là juste pour l'effet de groupe. Donc, le football ne peut pas aller vers ça. Et ils nous disent, et Agnelli nous dit que lui, son fils, il perd de l'attention quand il regarde le foot, il fait autre chose, les matchs durent trop longtemps. On l'a entendu. On a entendu des grands dirigeants du foot nous dire que les matchs durent trop longtemps, ils veulent des coupures comme dans un match de football américain ou dans un match de basket. Mais ce n'est pas possible. Et les gens regardent pas 90 minutes non-stop, c'est pas parce que le football, ce n'est plus trop ça, machin. C'est parce que les gens sont tout le temps sur leur téléphone. C'est ça la réalité. Les gens ne font plus rien à fond pendant toute la durée du truc que tu dois faire. Même des fois, tu peux être au travail, tu jettes un coup d'œil vite fait à ton téléphone pour répondre à un truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait, c'est que c'est la réalité du nouveau monde dans lequel on est. C'est pas que les gens sont pas intéressés, c'est que, et si tu as un fils de 12 ans et que toi tu as des idées comme ça, écoute, mon gars, il regarde, il est sur son TikTok, ça dure 3 secondes, le mec il passe à autre chose. Le football, c'est pas ça. Et moi, j'ai pas envie que ces gens-là viennent transformer le football en quelque chose qu'il n'est pas.
Donc ça, c'est ma parenthèse Super League. Et pour ceux qui veulent me voir parler de la Super League, j'avais fait une analyse complète dessus, d'une vingtaine de minutes, je pense. Je vais mettre un lien vers lequel vous pouvez aller pour en savoir plus. Ensuite, il y a d'autres facteurs qui font que le football est en train d'être tué. Et des facteurs qui sont antérieurs même, qui font que le football a déjà été tué un peu dans son essence. Et il y a un dernier exemple dont je parlerai à la toute fin, et ça va vous faire tilt. Vous allez dire, ah ouais, quand même, je l'avais pas vu comme ça. Parce que quand j'en ai discuté avec des gens, ils m'ont dit, ah ouais, quand même, c'est vrai, t'as peut-être pas tort sur ce coup-là. Mais je reviendrai vers la fin. Les gens qui sont en train de tuer le football, ce sont par exemple les gens déjà des instances dirigeantes. Et quand je dis les gens des instances dirigeantes, je pense tout d'abord à Gianni Infantino, le président de la FIFA. Tu vois? Et pourquoi en fait? Parce que ces gens ont une mentalité, il faut savoir, comme j'ai dit la dernière fois, ce sont des gens qui sont captés juste par l'argent en fait, par l'appât du gain, par comment développer plus de choses pour avoir plus de revenus. Pas pour développer le football, pas pour développer la passion. Ces gens ne te parlent jamais de la passion des gens. Parce que le football, c'est ça. Pourquoi c'est le sport numéro 1 au monde? Parce que ça génère énormément d'émotions, énormément de passion. Les gens sont prêts à faire énormément de sacrifices pour regarder un match de foot, tu vois. Et eux, ils te parlent jamais de ça. Quand ils parlent de développement, c'est toujours de l'argent. C'est toujours en espèces sonnantes et trébuchantes. Et je pense que c'est ça qui est dommage, en fait, dans leur approche mercantile du jeu. Donc, ces gens-là, ils te proposent, Infantino, il te dit, OK, là, on a appris avec un article qui est sorti dans le New York Times pour la Super League qu'il était au courant. Que les gars ont fait des discussions et dans les statuts que les clubs ont montés pour la Super League, ils s'étaient dit que pour que ça marche, pour que le projet aille de l'avant, il va falloir qu'ils aient l'appui de la FIFA. Ils ont mis un nom de code dans le rapport, c'est W01, je sais pas quoi, mais c'est la FIFA. Et on apprend que pendant très longtemps, les très proches collaborateurs de Gianni Infantino ont été en contact avec les clubs de la Super League pour discuter, pour négocier, pour éventuellement les backer. En échange de quoi, tu me diras? Tu me diras pourquoi la FIFA aurait intérêt à backer des clubs pour qu'ils fassent une Super League. Eh bien, les clubs de la Super League s'engageaient pour mettre au moins 12 d'entre eux dans une Coupe du Monde des clubs que la FIFA créerait. Donc, tu aurais 12 des plus grands clubs européens qui participeraient à cette Coupe du Monde des clubs. Et ça, ils ont estimé que ça allait générer 1 milliard de dollars à peu près par an pour la FIFA. Tu vois? Donc, en fait, comme on dit en anglais, I scratch your back, you scratch my back. Je te donne, tu me donnes. Tu vois? Donnant. Voilà. Donc, c'est pour ça que la FIFA avait dans l'intention de backer cette Super League-là. Et quand, en fait, les gens, parce qu'ils étaient en discussion pendant de longs mois et jusqu'à au moins fin janvier dernier. Et quand ils étaient en discussion, les clubs de la Super League, à travers leurs émissaires, ont senti qu'il y avait de l'ouverture. À chaque fois, c'était positif leurs échanges. Et on apprend que suite à ces échanges-là, c'est ça qui a donné une certaine viabilité, une certaine crédibilité au projet pour que une entreprise comme JP Morgan se porte garante en fait. Parce qu'il y avait les garanties, il y avait les bases solides. Effectivement, Gianni Infantino, quand le projet est sorti de la Super League, il a crié plus fort que tout le monde. Il a dit que non, c'est n'importe quoi, machin. Mais pourquoi en fait ce revirement? Parce que les gens ont vu comment les fans ont réagi. En fait, le football, pour qu'il vive, pour qu'il ne soit pas mort, la seule garantie, les derniers garde-fous, c'est le public, c'est les gens qui aiment ce sport. Parce qu'on a vu que les gens étaient contre leur club. Chelsea, les supporters sont allés placer sur les grilles Super Greed, ça veut dire super gourmandise. C'est appât du gain au lieu de Super League. Tu vois, ils ont fait un jeu de mots. On a vu la démonstration des fans de Manchester United, des fans de tous les clubs anglais, Liverpool, etc. Donc, en fait, il y a eu aussi les politiciens qui sont intervenus, les Macron qui ont fait des déclarations, les Boris Johnson. Donc, ils se sont heurtés à quelque chose. Et là, tu vois que le communiqué de condamnation que l'UEFA a émis, qui était strong, celui de la FIFA est beaucoup plus nuancé, en fait. Et en fait, ça montre que les gars, écoute, Gianni Infantino, il était au courant. Donc, tu joues double jeu. Et il n'est pas le seul. Parce que il fait pas que ça, parce que Gianni Infantino aussi, c'est lui qui nous propose une Coupe du Monde tous les 2 ans. Tu t'imagines? Sous l'égide d'Arsène Wenger. Arsène Wenger qui a été nommé, encore une fois, quelqu'un qui est un grand nom du football, un grand monsieur du football. Franchement, respect monsieur Arsène Wenger. Mais depuis qu'il est à la FIFA, il est dans un rôle, j'ai l'impression que le gars, il veut pas juste rester à ne rien faire. Il faut qu'il invente des trucs
les plus loufoques les uns que les autres. Tu vois, parce que il a été nommé directeur ou président du développement du football et du coup, le mec se dit, OK, qu'est-ce que je peux bien pouvoir faire pour justifier le fait que je sois là en train de faire ça? Donc, il sort des idées bidons. Donc, c'est lui qui a dit dans une entrevue que on devrait passer en mondial tous les 2 ans, comme ça, tous les 2 ans. À tous les ans, on doit avoir une grande compétition, l'euro, le mondial. Hey. Et ces gens-là te disent que ça rapporte beaucoup d'argent. En fait, je suis triste d'entendre des choses comme ça. Et Arsène Wenger s'arrête pas là. Arsène Wenger, c'est le même, comme j'ai dit la dernière fois, qui veut faire jouer des touches au pied. Tu t'imagines, tu as une touche, mais non, tu peux jouer avec ton pied. C'est comme si tu as un corner, en fait. Donc, je sais pas, à 85e minute, tu es à la lutte avec un défenseur, tu tires dans les tibias, la balle sort, et puis comme ça, tu as un coup franc au lieu d'avoir une touche. Belle occasion de but. Parce que ces gens sont obsédés par le but. Le football, c'est pas juste un but. Il y a aussi une équipe qui défend son but. Et tu dois être plus fort pour pouvoir contourner les pièges, pour pouvoir marquer. C'est pas en assouplissant les règles vers toi pour tirer, pour que ça marche. C'est comme quand ils font des règles pour que les gardiens ils soient scotchés sur la ligne. Combien de Ligue des Champions ont été gagnés comme ça? Tu te souviens, Bayern Munich, Valence, Oliver Kahn, les pénaltys qu'il arrête, il est avancé. Il est un peu avancé. Donc, tu fais quoi? Tu dénatures le football parce que c'est ça qu'ils veulent faire. Arsène Wenger, il n'en est pas à son coup d'essai. Il nous sort des choses sur le hors-jeu, que oui, on devrait faire une nouvelle règle du hors-jeu. Si une partie du corps qui n'a pas le droit de marquer est hors-jeu, on siffle. Arsène, tu veux pas être le Lupin du football, faut arrêter. Donc, en fait, ces gens-là, ils créent tout le temps des besoins là où il n'y en a pas. Et en fait, ils s'arrêtent pas là. Ils sont tous dans ce délire-là. Van Basten, Marco Van Basten, triple ballon d'or. Un excellent joueur, énorme joueur de football. Il parle de foot, tu as l'impression que c'est un mec que tu as pris au coin de la rue. Qui sait pas, tu as l'impression que le mec c'est un footix. Comment Van Basten peut se mettre devant les gens en nous respectant et en nous disant qu'il faut supprimer la règle du hors-jeu? Marco Van Basten, toi aussi. Tu es sérieux? Donc en fait, moi quand je vois ça, je me dis mais en qui est-ce qu'on peut avoir foi? En qui est-ce qu'on peut avoir espoir pour pouvoir élever notre jeu? Qui? Parce que ces gens-là veulent le détruire. Ces gens-là veulent enlever ce qui fait le jeu. Parce que si tu enlèves le hors-jeu, tu fais que les lignes sont distendues parce qu'il n'y aura plus de pressing. Parce que si tu fais un pressing haut, les 3 attaquants ils sont derrière ton but, ils vont marquer. Ils réfléchissent pas en termes de football. Et je trouve que ça, c'est triste. Séphérine, un autre dirigeant. Le gars, il fait sa formule bidon de Ligue des Champions à 36, je sais pas quoi. Et là, il y a Ilkay Gundogan qui fait une réaction, qui dit que non, il pense jamais aux joueurs, il pense juste à faire plus d'argent. Tu sais ce que Séphérine lui répond? Une réponse super démagogique, en fait. Séphérine lui dit, oui, mais en fait, si on veut moins de matchs, il faut aussi que les joueurs s'attendent à gagner moins d'argent, baissent leur salaire. Mais c'est de la démagogie pure et c'est ridicule, en fait. Parce que Gundogan n'a pas demandé à ce qu'il y ait moins de matchs. Gundogan, il demande à ce que ça reste en l'état. Déjà, c'est assez. Ça tire assez sur les organismes comme ça. T'as pas besoin de mettre encore 10 matchs de plus ou quelque chose comme ça. C'est ça que Gundogan a dit. Et lui, Séphérine, il veut prendre le public, en fait, avec lui en disant ça. Parce que il sait très bien que le fait de parler des salaires des joueurs, c'est sujet à polémique. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien. Mais Séphérine sait que c'est quelque chose qui va susciter l'intérêt. Les gens vont dire oui, mais les footballeurs gagnent trop d'argent, etc., etc. Séphérine, lui, personne ne sait combien il gagne parce que lui, c'est pas une star. Les gens ne s'intéressent pas à ça, mais je peux te promettre que lui, il gagne pas des miettes. Hein. Le gars, il est pas payé en carambar et puis en bonbon au chocolat. Je te le promets. Donc, le fait de parler de salaire de joueur comme ça, c'est complètement démagogique. Et puis, les joueurs gagnent ce qui est généré par le système. Et que c'est sûr que si le marché, il était plus restreint, si il y avait tout d'un coup moins d'argent dans le foot, il y aurait sûrement moins d'argent dans la poche des joueurs. C'est normal. Et les joueurs ne s'en plaindraient pas. Je veux dire, ils prendraient ce qu'ils auraient. Les joueurs de l'époque, il y a 10 ans, 15 ans, ils ont pris ce qu'il y avait. Ceux de maintenant prennent plus parce que le marché s'est développé. Mais ceux de demain, si le marché reste en l'état, ils vont prendre leurs millions tranquilles. Les joueurs sont pas en train de dire non, il faut que le marché aille pour qu'on gagne 30 millions de plus chacun. Si ça vient, ils vont le prendre. Mais ils sont pas en train de faire campagne pour ça. Alors donc dans ce cas, dire oui, les joueurs doivent aussi accepter de gagner moins, c'est démago.
C'est complètement ridicule, monsieur Seyfried. En fait, et c'est une grande tartufferie, cette histoire. Parce que tout le monde est en train de se présenter sous un beau jour, mais ils cherchent tous la même chose, c'est le fric. Sans compter les règles bidons qu'il y a dans le foot maintenant. Tu sais, là, ils ont décidé, comme des grands, de supprimer le but à l'extérieur. Et c'est une règle qui date des années 70. Je pense que c'était avec le premier match de l'Ajax en finale de Ligue des Champions, si je me souviens bien. Faudra vérifier, tu vois. Et finale qu'ils avaient perdu, je pense. Mais regarde, pourquoi tu supprimes un truc qui marche depuis aussi longtemps, depuis plus de 50 ans? Tu supprimes pourquoi? En fait, je sens pas le besoin de supprimer ça. Parce qu'ils disent, oui, mais le Bayern, ça les a éliminés. Mais le Bayern, combien d'équipes ils ont éliminé comme ça aussi avant? On regarde juste, je sais pas, l'année actuelle, on dit, OK, on fourre tout en l'air. C'est pas sérieux. Qui aime le football dans ces instances? Qui? Je veux qu'on me le montre. Enfin, je comprends pourquoi certaines personnes disaient qu'on allait regretter Platini. C'est le cas. On regrette Platini parce qu'il faut des gens qui conservent l'âme du football, l'essence du football. Et ça, c'est ça qui est en train de nous échapper aujourd'hui. Malheureusement. Et quand ils font leur règle bidon, eux, ils s'en moquent de tout ça. Ils disent, OK, on va faire la VAR. La VAR, parlons-en. La VAR. Vous savez que je vais parler de la VAR, forcément. Parce qu'il n'y a pas que la VAR qui tue le football, mais la VAR n'est qu'un élément parmi toutes les choses qui tuent le football aussi. Parce que la VAR, elle dénature le jeu. On t'avait vendu l'erreur manifeste, l'erreur flagrante, mais aujourd'hui, on siffle des hors-jeux sur des bouts de doigts, de pieds. De la dernière fois, il y a 2 jours, ou hier, l'Uruguay, ils ont mis un but magnifique. L'arbitre siffle hors-jeu, ils regardent la VAR, ils disent hors-jeu. C'est comme s'ils connaissent même plus les règles du football. Et je vais pas m'appesantir sur la VAR parce que j'ai fait 30 millions de vidéos là-dessus. Mais juste une chose, hein. Je vais vous dire, et je vais vous citer une perspective à moi qui est orwellienne, et que vous ne retrouvez nulle part d'autre sur YouTube ou écrit encore nulle part. Mais moi, je vous le donne en 1000 aujourd'hui. Et dans quelques années, ça va ressortir, je vous le garantis. Ce qu'ils vont faire, à terme, la VAR, tu sais ce que ça va faire? Ça va supprimer les arbitres. Tu as bien entendu. À la longue, là, il n'y aura plus besoin d'arbitres sur le terrain. Ils vont dire, OK, on va trouver une machine, un système, et la VAR, ce n'est que la porte ouverte, comme je vous dis, à toutes les fenêtres. Ils vont trouver un système dans lequel ils vont dire, et comment ils vont te le vendre, ce système? Ils vont dire, OK, tu sais quoi? Quand il y a un arbitre sur le terrain, le joueur, des fois, il se fâche. Tu sais, des fois, le joueur va invectiver l'arbitre, il va houspiller un peu et tout. Et on va dire, non, il n'y a pas de respect. Regardez, dans d'autres sports, ça se passe pas comme ça. Dans d'autres sports, l'arbitre est respecté. Tu lui parles pas bizarrement, machin, machin. Et ils vont dire, ah, mais pour contenter tout le monde, dans ce cas, on va retirer l'arbitre. Et puis, on a une machine, ça va être trop bien. Les décisions seront bonnes. De toute façon, l'arbitre, aujourd'hui, il n'arbitre plus. Moi, je serais les arbitres, je refuserais d'utiliser la VAR parce que c'est leur métier qui est en danger. Ils vont mettre tout le monde dans le car régie, il y aura personne sur le terrain, et puis il y aura un mec dans un camion qui va siffler des coups francs. Ils vont mettre des sifflets avec des haut-parleurs super puissants au bord du terrain. Et là, j'extrapole, tu vois, mais tu sais, bear with me, reste dans l'idée, tu sais. Ils vont trouver un moyen de faire en sorte que l'arbitrage sera obsolète. Parce qu'aujourd'hui, l'arbitrage est devenu obsolète. Il y a peu d'arbitres, très très peu d'arbitres maintenant qui arbitrent avec l'esprit du jeu. Donc, si tu veux juste arbitrer à la règle de façon robotisée, tu n'as pas besoin d'eux sur le terrain. Et aussi, ça va permettre de mettre des arbitres femmes. Parce qu'ils vont se dire, OK, s'il y a un arbitre femme, peut-être il va y avoir des tensions, machin. Donc, dans ce cas, parce que les joueurs, comment ils vont lui parler, la société va réagir différemment à un joueur qui va parler mal à une arbitre femme plutôt qu'à un arbitre homme. On l'a vu avec Agüero, dans la saison, quand elle a touché l'épaule de l'arbitre, ça a failli faire un gros tollé, les associations sont sorties. Ils vont dire, you know what, vu qu'il faut juste rester derrière un camion et puis appuyer sur un bouton, dire but, pas but, penalty, pas penalty, tu prends 2 meufs, tu les mets dans le truc, l'arbitrage, c'est fini. Ça va être un truc robotisé. Donc, c'est vers ça qu'on va. Et je sais qu'aujourd'hui, là, c'est difficile à voir, mais c'est inévitable si on continue dans cette voie-là. Et en fait, c'est pour ça, moi, toutes ces choses-là qui tuent le football. Et il y a d'autres choses. Tu sais, il y a des gens qui me parlent de l'arrêt Bosman. L'arrêt Bosman, pour ceux qui ne savent pas, c'est en 95, il y a Bosman qui voulait jouer, je pense que c'était à Cherbourg, dans un club en France. Il était belge et puis les gars voulaient pas le lâcher, donc il a attaqué. Je vous la fais courte, hein. Et puis les gars ont pris 2 décisions et l'une d'elles c'était que ils pouvaient pas limiter le nombre de joueurs
extra-communautaires, tu vois, parce qu'avant tu devais, qui étaient hors nationaux, parce qu'avant tu devais être maximum 3 étrangers, mais après il y a la communauté européenne, donc tu es considéré européen, donc non ex-communautaire, donc tu pouvais jouer, et c'est comme ça que les clubs ont profité pour booster leur roster avec plein de joueurs qui venaient de plein de pays d'Europe différents sans limite. Après, la limite, elle était juste arrêtée au niveau des joueurs qui étaient maintenant extra Union européenne. Mais tu sais, ça se construit facilement parce que tu prends un joueur, tu lui donnes un Brésilien, tu lui donnes la nationalité espagnole, française, portugaise, et puis après, l'histoire est finie. Donc, en fait, il y a des gens qui me disent ça, mais je dis, OK, je comprends, tu vois, parce que ça fait que les clubs de l'Est, ils peuvent plus gagner la Ligue des Champions. Avant, tu avais l'Étoile Rouge de Belgrade qui gagne une magnifique finale 1-0 en 1991 contre qui on sait. Tu vois, donc ces équipes-là, ils peuvent plus gagner. La Roumanie, ils ont gagné le Steaua Bucarest, ils ont gagné la Champions League en 86 contre le Barça au tir au but et là où Helmut Dukadam, il arrête tous les penalties des Barcelonais. Donc, en fait, c'est ça que c'est en train de faire. Je comprends en fait que l'Arabie Bosman a fait ça, mais ça nous a donné aussi des très grosses équipes. Tu vois, après ça se discute. Mais il y a autre chose. Et c'est sur ce point-là, en fait, que je voulais terminer. C'est, tu te souviens, en fait, quand tu étais petit ou quand tu étais jeune, tu jouais au football, dépendamment de ton âge, tu jouais au football et puis quand tu marquais un but, tu enlevais ton maillot, tu courais, tu l'agitais dans tous les sens, tu le jetais. Finale d'Euro 2000, Trezeguet, il marque, il se met à courir, il enlève son maillot et tu vois le visage, il est radieux. Quand ils ont créé la règle qui est que quand tu enlèves ton maillot, tu as un carton jaune. Pourquoi penses-tu qu'ils ont créé cette règle-là? Est-ce que tu penses que c'est pour ne pas vouloir des messages qui sortent de partout, des messages politiques? C'est quand la dernière fois, ou bien la seule fois de ta vie que tu as vu un joueur marquer un but et sortir un message insultant? Quand est-ce que tu as vu ça? Ou bien sortir un message politique de ouf, de polémique, disent allez tuer tel. Est-ce que tu as déjà vu ça dans ta vie? Non, c'est pas ça le but. Tu sais c'est quoi le but? C'est que quand tu marques un but et que tu célèbres, tu es en train de courir partout, la caméra elle zoom sur toi. Quand tu as ton maillot, tu as le sponsor du maillot qui est écrit ici. Ok? Quand tu enlèves le maillot, on ne voit plus le sponsor. Et du coup, quand quelqu'un regarde des highlights, quand les matchs sont remontrés, quand les buts sont remontrés pendant 5 ans, 10 ans, l'éternité maintenant avec Internet, le sponsor, il perd une opportunité de faire de l'argent parce que quand le joueur a marqué son maillot, il est off. Il n'a plus de maillot et puis il est en train de jubiler et c'est une perte de revenus potentiels pour un sponsor. C'est pour ça qu'ils ont interdit ça. C'est pas parce que c'est des trucs politiques, machin. Moi, j'ai aucun souvenir de ça. Si quelqu'un en a, qui me le dise. Donc, c'est en fait toutes ces choses-là qui sont en train de tuer le football aujourd'hui. Et on veut nous faire croire que non, les gens sont là pour développer le football. Et regarde bien, de tout ce que j'ai dit schématiquement, la chose fondamentale qui est en train de tuer le football, c'est le retrait de l'émotion petit à petit, parce que tu marques, tu enlèves ton maillot, c'est de l'émotion, tu vois. Petit à petit, il retire ça. L'histoire de la VAR, tu attends 10 minutes pour qu'on valide ton but. L'émotion, elle est tuée, les joueurs en parlent tous. Donc c'est ça en fait, la première chose qui fait que le football est en train de mourir, c'est que c'est l'émotion qu'on en retire petit à petit. Et la deuxième chose, c'est qu'on veut mettre l'argent devant tout. Moi, je suis pas contre l'argent, mais pas au prix de tout. Pas au prix de ma passion, pas au prix de l'énergie qu'on met dans le football, de l'émotion qu'on met dans le football, de la joie que tu vois dans les yeux d'un gamin qui aime le football. C'est ça qui est en train de tuer le football aujourd'hui. Et c'est en train de nous être arraché petit à petit et on ne s'en rend même pas compte. Parce que quand on accepte des petites choses, on finit par accepter des grandes choses sans s'en rendre compte. C'est comme le paradoxe de la grenouille. Je rappelle tout le monde sait ce que c'est, je dis juste un rappel. Le paradoxe de la grenouille, c'est quoi? Si tu prends une grenouille, tu la mets dans de l'eau bouillante, elle va sauter et sortir de l'eau bouillante. Tu prends une grenouille, tu la mets dans de l'eau froide ou tiède et tu commences à chauffer petit à petit. Petit à petit, la grenouille se dit, ça va, elle est tiède, elle est bonne, miam. Et puis, au bout d'un moment, l'eau, elle est tellement chaude, mais la grenouille ne s'est pas rendue compte qu'elle est restée là et qu'elle a cuit. Parce que c'est petit à petit qu'on lui a fait ça. On se pour tous, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt. Je vous enverrai sûrement une compile de certains moments qui m'ont plu dans le football en attendant l'Euro. Je vous ferai une autre vidéo. La prochaine vidéo, je pense que je vais parler de ce que c'est un footix. Je pense que ça va intéresser plein de monde. On se pour tous, abonnez-vous, parlez-en à vos potes, je vous dis à bientôt. Ciao!